Mesdames et messieurs, bienvenue sur Afrique sur 7. Aujourd'hui, votre média préféré reçoit l'un des artisans de l'acquittement définitif de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé à La Haye. Maître Bougnon, bonjour. Bonjour. Encore bonne arrivée sur notre plateau. Merci. Dites-moi d'entrée, quel sentiment vous anime après l'acquittement définitif de votre client Charles Blé Goudé, d'autant plus que vous n'avez présenté aucun témoin lors de ce procès? Mes impressions, on est forcément fier qu'on est avocat de gagner un procès. Ça, c'est la chose la plus normale. On est fier qu'on est avocat de gagner ce procès-là. Il y a mon ami Armand Gauss qui dit que c'est le plus grand procès du XXIe siècle. D'accord. Donc, être gagnant du plus grand procès du XXIe siècle, c'est un sentiment de fierté, déjà en tant qu'avocat. En plus, en tant que citoyen et ami de Charles Blé Goudé, c'est encore une plus grande fierté d'avoir contribué à ramener mon frère et ami, client ensuite, à revenir en Côte d'Ivoire. Bien sûr, il n'est pas encore revenu, mais je pense que les obstacles seront levés assez rapidement. D'accord, bien entendu. Rassurez-vous, nous allons aborder ce chapitre du retour de Charles Blé Goudé en Côte d'Ivoire. Mais je voudrais savoir déjà, vous qui étiez au cœur du procès Gbagbo et Blé Goudé, sur quelle stratégie avez-vous bâti votre défense pour en arriver à ce procès, je vais dire à ce verdict en votre faveur? Je vais dire stratégie. La stratégie était tout simplement de faire apparaître la vérité. Il n'y avait pas d'autre stratégie que ça. Je suis d'abord citoyen ivoirien. Bien entendu. Qui a vécu la crise à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Bien entendu. Et donc, il y a pour nous des allégations qui étaient quasiment aberrantes. Voilà, qui étaient quasiment aberrantes. Parce que je ne suis pas étranger, j'ai vécu en Côte d'Ivoire, j'étais au cœur de la crise ivoirienne et donc il fallait tout simplement démontrer aux juges que certaines allégations étaient extrêmement aberrantes. Affirmer que, parce que la principale affirmation de l'accusation était de dire qu'on a massacré, on a fait un plan commun pour massacrer des djoulas. D'accord. On a fait un plan commun pour massacrer des djoulas. Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo ont concocté un plan commun pour massacrer des djoulas. C'était le principal argument de l'accusation. Étant donné que j'étais dans la crise, je sais que c'est faux déjà ça. Après on rentre dans des considérations juridiques un peu plus techniques. D'accord. Mais dites-moi, quand Charles Blé Goudé est transféré à La Haye, beaucoup ne vendaient pas cher sa peau. Et je me rappelle dans l'une de vos interviews, vous disiez même que Charles Blé Goudé était allé à La Haye en présumé coupable, ce qui est aux antipodes d'une justice, je vais dire, normale. Vous savez, nous sommes dans un monde où les médias font souvent les procès avant que les procès ne débutent. Bien entendu. Les médias font très souvent les procès. Ce n'est pas la première fois, les médias font très souvent les procès avant que les procès ne débutent. Je me rappelle encore que tous les médias, surtout occidentaux, présentaient nos différents clients comme des présumés coupables. Effectivement. Voilà, comme des présumés coupables, comme des gens qui avaient commis tous les péchés d'Israël. Et à un moment donné, au fur et à mesure que le procès avançait, quand ils ont vu la vacuité des éléments présentés par l'accusation, vous remarquerez qu'ils ont changé de veste. Je me rappelle même qu'à l'époque, on appelait Charles Blé Goudé le chef de la milice. D'accord. Jusqu'à ce que, à mi-parcours, il devienne chef des jeunes patriotes. Vous voyez, de milice, on est passé à chef des jeunes patriotes. C'est votre ligne de défense qui a permis ce changement de lunettes sur votre client? Oui, c'est notre manière de montrer autrement notre client. C'est notre manière de montrer que, contrairement aux affirmations, contrairement à ce que disait l'accusation, contrairement à la présentation
donnait de notre client, il n'en était rien. Voilà, nous avons consacré la plus grande partie de nos différents comptes interrogatoires à montrer des vidéos, beaucoup de vidéos, où aussi bien Laurent Gbagbo que Charles Blé Goudé étaient autres que ce qu'on disait d'eux. D'accord. D'accord, merci maître. Et je me souviens qu'au lendemain du prononcé du verdict qui acquittait définitivement votre client Charles Blé Goudé, il avait comme ça dit, et je le cite, « La Cour pénale internationale, elle a fini avec moi. Mais je ne crois pas, moi, avoir fini avec la Cour pénale internationale. » Qu'est-ce qu'il entendait dire par cette maxime? Bon, généralement, je ne suis pas interprète des propos des gens. Généralement. Mais on parle de votre client. Voilà, généralement. Oui, mon client, d'abord, il est politique. Moi, je suis avocat. C'est un, il est politique, je suis avocat. Et donc, il a son canevas. Et donc, je serais mal à l'aise de dire que voilà ce qu'il voulait dire, bien voilà ce qu'il voulait faire. En tout état de cause. D'accord. En tout état de cause, ce que je pourrais vous dire, c'est que nous réfléchissons. Quand je dis nous, je parle des avocats. Parce que c'est ça qui est mon rôle. Nous réfléchissons à ce qui pourrait, aux actions qu'on pourrait mener pour que les différentes juridictions ou les États qui nous ont causé du tort puissent les réparer. Par exemple, une action en dommages et intérêts contre la CPI? C'est envisageable. C'est envisageable. C'est envisageable. Comme je ne suis pas... Nous sommes une équipe de défense, nous sommes à peu près, si je ne me trompe pas, 85 avocats, je ne sais plus. Comme je ne suis pas le seul. Et donc, on y réfléchit. Mais vous savez, ce ne sont pas des choses qui se font à tort et à travers. Il faut réfléchir à la stratégie, il faut trouver des moyens juridiques pour le faire. Et donc, nous nous réunirons assez bientôt, dans les jours qui vont suivre, pour décider de ce qu'on fait après qu'on ait été acquitté. Décider de ce qu'on assigne ou pas la Cour pénale ou tout autre État qui aurait causé un préjudice. Parce que ce qu'il y a à démontrer, c'est de démontrer que un État, une cour, des juges ou des personnes auraient causé un préjudice à notre client. D'accord. Voilà. Et ce n'est pas... On ne le fait pas par hasard. Donc nous sommes impatients de voir la suite de la procédure au niveau de la haie. Maintenant, dites-moi, tout à l'heure, hors antenne, vous nous disiez que vous habitiez à proximité d'Abobo, théâtre des opérations lors de la crise post-électorale. Selon le bilan officiel qui a été donné, il y a eu 3000 morts lors de cette crise sanglante en Côte d'Ivoire. 2 accusés principaux, Laurent Gbagbo et son ancien ministre de la Jeunesse, Charles Blé Goudé, viennent d'être acquittés définitivement à La Haye. Il y a un nouveau procureur qui vient d'être élu récemment, je vais parler de l'anglais Karim Khan, qui vient d'être élu. Quel conseil en tant qu'avocat et ivoirien vous donneriez à ce nouveau procureur qui prend fonction dès la mi-juin pour pouvoir faire éclater la vérité sur ce qui s'est réellement passé en Côte d'Ivoire lors de cette période sanglante, disons? Déjà, il faut que le procureur, ou du moins, quel que soit le procureur, ait envie de connaître la vérité. D'accord. C'est le préalable. Je pense que ce qui a manqué dans la poursuite qui a été engagée contre nos 2 clients, c'était l'absence de recherche de la vérité. Je vous rappelle qu'en décembre 2010, M. Ocampo, procureur de la CPI, avant que les enquêtes ne commencent, avait déjà désigné 3 coupables. D'accord. 3 coupables. En décembre 2010, M. Ocampo avait désigné Charles Blé Goudé, Laurent Gbagbo et Mme Simone Gbagbo
comme étant les auteurs des massacres qui avaient lieu, enfin, massacres, c'est ce qu'il dit, des massacres qui avaient lieu en Côte d'Ivoire. On ne peut pas objectivement, juridiquement, commencer à accuser des gens sans qu'on ait mené une enquête. Les enquêtes ont été autorisées par la Cour pénale internationale en juillet, si je ne me trompe plus, en juillet 2011. D'accord. Et donc en décembre 2010, un procureur ne peut pas désigner des coupables avant même qu'il y ait une enquête. D'accord. Et donc je finis. Et donc je pense qu'à l'origine, il n'y a pas de volonté de juger la vérité. À l'origine, il y a une volonté de punir des gens qu'on estime être contre des personnes ou bien qu'on veut abattre. Sinon, quand on veut chercher la vérité, on fait une enquête de manière objective. Et à partir de l'enquête, on dit que telle personne ou telle autre personne a fait ceci ou bien a fait cela. Mais quand on le fait dans le sens contraire, on ne recherche pas la vérité. D'accord. Mais je veux même plutôt parler de la saisine même de la Cour pénale internationale. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ont été transférés à la Cour pénale alors que la Côte d'Ivoire n'était même pas signataire du statut de Rome. Est-ce que déjà la procédure n'était pas viciée à la base? La procédure était viciée dans tous les sens. Parce que ce que vous devez savoir, moi j'étais d'abord avocat de Laurent Gbagbo. D'accord. J'étais déjà avocat de Laurent Gbagbo quand la chambre d'accusation le fait extrader à la cour pénale. Après, je deviens avocat de Charles Blé Goudé encore quand il est extradé encore par cette même chambre d'accusation, en violation de toutes, même les règles nationales. D'accord. En violation de toutes nos règles. Parce que c'est après coup que l'État de Côte d'Ivoire met ses règles internes en harmonie avec les règles de la Cour pénale internationale. Et donc, à l'époque, c'est vraiment en violation de nos règles. Je vous rappelle que, en ce qui concerne Charles Blé Goudé, quand on a plaidé le dossier en mars 2014, si j'ai bonne mémoire, la veille, le Conseil des ministres, ce qui est drôle, le Conseil des ministres de Côte d'Ivoire se réunit et puis autorise l'extradition de Charles Blé Goudé. C'est le lendemain que la chambre d'accusation, ça veut dire que les autorités judiciaires autorisent. Ce n'est pas un Conseil des ministres qui autorise une extradition. Ce sont des juges. Et donc, moi, je leur ai demandé à cette audience-là, à laquelle j'ai participé, si on venait juste entériner la décision du Conseil des ministres. C'est ce qui s'est passé. Voilà, donc je veux dire, on n'a pas besoin d'avoir des loupes pour savoir que c'était une connerie. D'accord, maître. Déjà, dès l'entame du procès, la CPI déclarait Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé indigents. Et donc, les honoraires de leurs avocats et consorts incombaient à la Cour de la Haye. C'est vrai qu'après le procès, après avoir remporté le procès, vous avez certes reçu des lauriers, vous avez reçu des félicitations à travers le monde, mais je voudrais savoir, juste vous allez regarder cette caméra d'Afrique 67 et nous dire ce que vous a rapporté en termes de numéraire ce procès-là. Moi déjà, c'est que je ne sais pas par quoi je dois commencer. Moi déjà, je suis dans ce dossier depuis avril 2011. Enfin oui, avril 2011, parce que la première fois que je vois Laurent Gbagbo, c'est à Korogo, en mai 2011, 27, 28, je ne sais plus, en mai 2011. Nous sommes en 2021. Ça fait quoi? 10 ans. 10 ans. Ça fait 10 ans. Effectivement. Ok. Généralement, un avocat, il ne perçoit pas d'indemnité. Je veux dire, un avocat, il n'est pas salarié, il fait des factures à ses clients puis on le paye. Et donc, quand on vous accorde des indemnités, ça ne vous rend pas riche. D'accord. Déjà, ça c'est le préalable. Mes confrères qui regarderont cette émission comprendront de quoi il s'agit. Déjà, ça ne rend pas riche. Voilà, déjà ça ne rend pas riche. Mais ce que
honnêtement, ce qui m'a apporté ce procès, c'est d'abord une grosse expérience juridique, d'un point de vue juridique. C'est d'abord avoir appris autre chose que ce que je voyais ici. C'est d'avoir appris comment marche une cour pénale, comment marche une juridiction internationale. Voilà. Mais en termes de numéraire, j'aurais bien voulu éviter ça. Je crois que j'ai dit souvent à mes confrères, toujours maintenant depuis un mois que je fréquente le palais, je leur dis souvent que vous êtes devenu plus riche que moi. Et puis ça, c'est pas une blague. Mais moi, j'ai l'impression que vous éludez un peu ma question, vous contournez un peu ma question. Peut-être que je l'ai mal compris. En termes de... Bon, vous avez certes, bon, je vais dire, vous êtes en train de répondre à ma question, mais sauf que moi, je vous demande, en termes de numéraire, peut-être on peut avancer un montant, bon, à la fin du procès... la Cour pénale... Vous savez, je vous arrête tout de suite. D'accord. Les rémunérations de la Cour pénale internationale sont sur le site. D'accord. Toutes les rémunérations, moi j'étais legal assistant, je ne sais pas comment on dit ça, je sais pas comment on traduit ça en français, assistant juridique, je sais pas, quelque chose comme ça. Voilà, il y a les rémunérations des legal assistants, du conseil principal et puis des case managers. D'accord. Tout est sur le site. D'accord. Voilà. Et donc, je veux dire, attends, limite, mais en fait, ce que je dis est plus profond que ça. Ce que je dis, c'est que quand par exemple vous êtes obligé de laisser votre cabinet pour aller vous asseoir à La Haye, pour aller vous asseoir en Hollande, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, vous ne vivez que de ça. Parce que vous savez, les textes qui ont été faits par la Cour pénale internationale parlent d'indemnité. Parce que ça c'est mon opinion, je crois qu'ils n'ont jamais pensé que les avocats africains iraient là-bas. De telle sorte que moi par exemple, l'avocat principal de mon équipe, professeur Alexander Knops, il a son cabinet à Amsterdam. C'est quoi? C'est 30 minutes en train ou bien en taxi de La Haye. De telle sorte que lui, son cabinet fonctionne. Et donc ce qu'on lui paie là, ça devient une indemnité. Ça prend le sens des indemnités parce que son cabinet fonctionne. D'accord. Son cabinet ne s'arrête pas de fonctionner. Mais est-ce que moi je peux prendre un avion lundi et puis revenir le mardi soir à Abidjan pour que mon cabinet fonctionne? Non. Donc finalement, vous ne vivez que de ce qu'on appelle indemnité, qui ne devient plus pour vous une indemnité. D'accord. Qui devient une source de revenu principal. C'est ça. Voilà. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire en gros. D'accord. C'est bien compris, maître. Tout à l'heure, vous évoquiez le retour de votre client en Côte d'Ivoire. Où en est-on avec les discussions avec les autorités ivoiriennes? Déjà, c'est pas moi qui discute avec les autorités ivoiriennes. D'accord. Ça, c'est vous êtes dans le secret des dieux, maître. Je ne sais pas s'il y a encore des dieux qui existent, mais sinon, c'est pas moi qui discute avec les autorités ivoiriennes. Ce que j'ai pu dire, c'est que on est encore dans l'attente de recevoir le passeport. Le passeport. Mais pour moi, c'est un non-événement. Parce que Charles Blé Goudé est parti à La Haye sans passeport, sans aucun document. D'accord. Voilà. Il est parti sans aucun document. Donc il peut revenir sans aucun document. D'accord, maître. Parlant de passeport, il y a une vive polémique qui est alimentée ces derniers jours par le célèbre cyberactiviste Chris Yapi, qui faisait état de ce que les autorités ivoiriennes auraient refusé le passeport diplomatique à Charles Blé Goudé. C'est vrai que Dr Saraka Patrice, le secrétaire général du COGEP, a déjà apporté un démenti formel. Mais quelle est votre opinion sur la question? Déjà, je vais être cinglant. D'accord. Je commente très rarement, en tout cas très rarement, je commente très rarement les propos et les opinions des gens que je trouve inintelligents. D'accord. Voilà, ça m'arrive vraiment rarement. Je ne suis pas très porté sur les réseaux sociaux, ou du moins, il y a des gens que je suis, parce que je les estime intelligents et puis intéressants à suivre.
le monsieur dont vous parlez, Chris Yapi, déjà, je ne sais même pas c'est qui. D'accord. Déjà, je ne sais même pas c'est qui. Donc, ces propos ne m'intéressent en rien du tout. Je n'ai pas à commenter son propos. Parce que je ne sais même pas c'est qui. Voilà, je vais dire, si je vous vois sur la toile, que je sais qui vous êtes, que vous m'intéressez, je peux répondre à votre propos, mais Chris Yapi, je ne sais pas c'est qui. D'accord. Mais n'empêche que souvent, Chris Yapi fait des publications sur les réseaux sociaux. Que je ne lis même pas. Ah, d'accord. Je vous dis une chose. La plupart des gens qui font des... Je n'arrive même pas à regarder, une vidéo même. Les gens qui font des vidéos tous les matins qui dépassent 5-10 minutes, je n'arrive même pas à les regarder. J'ai trop de choses à faire. Voilà, je pense que on a trop de choses à faire et puis j'ai trop de préoccupations par rapport à mes clients, par rapport à d'autres choses. Donc je ne sais pas quel temps je vais prendre pour m'arrêter pour regarder des vidéos de... Vous avez trop de choses à faire, effectivement, et donc nous allons gagner en temps directement. Votre client a quitté définitivement et il entend rentrer en Côte d'Ivoire. Dites-moi, ne craignez-vous pas pour sa sécurité en Côte d'Ivoire? D'autant plus que récemment, il y a eu une manifestation hostile, je vais dire, du collectif des victimes des crimes. Ok. En fait, c'est deux questions en une. Là, pour la dernière, j'ai vu ça vite fait. Je crois que c'était la semaine dernière. J'ai vu ça vite fait. J'estime tout simplement que c'est une plaisanterie de mauvais goût. D'accord. J'estime que c'est une plaisanterie de mauvais goût. Il y a Maître Vergès qui disait toujours qu'il y a la vérité et puis il y a la vérité judiciaire. Il y a la vérité et puis il y a la vérité judiciaire. La vérité judiciaire, c'est celle qui a été dite par la Cour pénale internationale le 31 mars 2021, après quasiment plus de 7 ans de procédure. Ça, c'est ce qu'on appelle la vérité judiciaire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de victimes en Côte d'Ivoire. Non. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de victimes en Côte d'Ivoire. Ça veut dire simplement que les deux personnes qu'on a envoyées là-bas ne sont pas l'auteur de ce qu'on leur reproche. C'est ça qui est la vérité judiciaire. Il serait malhonnête en tant qu'Ivoirien de dire qu'il n'y a pas de victimes en Côte d'Ivoire. Voilà. Deuxièmement, sécurité. Vous parlez de sécurité, mais la sécurité des citoyens, moi je suis en Côte d'Ivoire. Depuis 10 ans, même quand je vais à la haie, je revenais chaque fois, chaque 1 mois, 2 mois, 3 mois, en tout cas chaque fois que je le pouvais. Mais ma sécurité, elle est entre les mains des autorités ivoiriennes. C'est leur obligation. Voilà. Et je pense que, en fait, de bonne foi, je pense qu'ils sont de bonne foi. Je pense qu'ils ont le devoir d'assurer la sécurité de tous les citoyens, y compris Blé Goudé Charles et M. Laurent Gbagbo. D'accord. Merci, maître. Dites-moi, tout à l'heure, hors antenne, vous réclamez la triple casquette du frère, de l'ami et de l'avocat de Charles Blé Goudé. Êtes-vous également militant de son parti, le projet? Je ne suis, puis je le dis avec force, je ne suis militant d'aucun parti politique ivoirien. Je n'ai jamais acheté de cartes de parti politique en Côte d'Ivoire parce que, je peux vous en donner la raison, parce que pour le moment, j'estime que la politique telle qu'elle est menée en Côte d'Ivoire ne m'intéresse pas. Voilà. Et donc, pour le moment, je fais ce que je sais faire de mieux. Ça veut dire plaider. C'est ça que je sais faire de mieux. Donc, pour le moment, c'est ce que j'ai fait pour le moment. C'est vrai que Charles, c'est mon ami. Et en tant qu'ami, on se parle beaucoup. Hein? On se parle beaucoup. Et on se conseille, on se donne des conseils mutuellement. Voilà. Mais je ne suis ni militant de son parti, ni militant d'aucun parti politique. D'accord. Merci bien. Donc, revenons à ce que vous savez faire le mieux, qui est plaider. Ce procès à la haie a forcément changé votre façon de travailler, en termes d'expérience, en termes de nouvelles visions par rapport aux différentes plaidoiries. Pouvez-vous nous dire réellement la plus-value que vous a apporté ce procès, Charles Blé Goudé? Déjà, je lis beaucoup. J'ai lu un livre d'Éric Dupond-Moretti, Akitator, c'est comme ça qu'on l'appelle.
qui est devenu ministre. Soit en passant l'actuel ministre de la Justice. Voilà. Bon, en fait, je n'aime pas trop évoquer le fait d'être ministre parce que je n'ai pas aimé. Je trouve que c'est un peu antinomique, c'est un peu contraire à sa façon de voir les choses. Mais bon, après, c'est son choix. Qui dit qu'on devient, il demandait une fois son maître de stage, à quel moment on devient bon avocat. Il dit que c'est après 20 ans de carrière. En juillet 2021, dans 3 mois, en juillet prochain, j'aurai 20 ans de barreau. Voilà, j'aurai 20 ans de barreau et je pense que déjà ça, c'est une plus-value. Après, quand tu fais plus de 5 ans, 6 ans à la Cour pénale internationale, ça te donne un peu plus d'expérience. Sauf que, pour être honnête, ce qu'on y fait n'a rien à voir avec ce qu'on fait ici. En fait, c'est ce que les gens oublient toujours. Sauf que ce qu'on y fait n'a quasiment rien à voir parce que, en réalité, contrairement à ce qu'on dit, c'est une Cour pénale internationale, mais qui est plus anglo-saxonne que francophone. Voilà. Qui est plus anglo-saxonne, ça veut dire que ce sont les règles du droit anglo-saxon qu'on y applique le plus que les règles du droit. Donc quand vous revenez, souvent même vous êtes un peu perdu par rapport à ce qui s'y passe. Voilà. Mais déjà en termes de méthode dans le travail, déjà en termes de façon de travailler, en termes de méthodologie, ça vous donne un plus, forcément. Ça vous donne un plus. Et donc, voilà, c'est déjà ça de gagner, quoi. D'accord, déjà, merci. Maintenant, vous qui venez de réinstaller votre cabinet à Abidjan, forcément, l'expérience que vous avez acquise à la CPI, où vous étiez, je vais dire, surmédiatisé, parce que pratiquement tous les médias du monde étaient braqués sur la lors du procès Gbagbo et Blé Goudé. Et donc, forcément, ça va vous ouvrir d'autres horizons. À supposer que des clients qui vous viennent de partout, peut-être même proches du pouvoir en place, viennent vous solliciter pour les défendre en tant qu'avocat. Quelle serait votre réponse? Je suis avocat. D'accord. Je ne suis pas catalogué d'être avocat de XY. Je suis avocat. La seule, c'est ce qu'on nous a appris à l'époque en déontologie. La seule limite d'un avocat, c'est son... Comment on dit ça en français? C'est... je veux dire, quand vous refusez un dossier, c'est parce que cela va contre vos valeurs, peut-être. D'accord. Voilà. C'est parce que cela va contre vos valeurs. Ça veut dire que, par exemple, si un monsieur il est super chrétien et que quelqu'un vient lui avouer dans le secret de son cabinet qu'il est meurtrier, peut-être que parce qu'il est super chrétien, il n'acceptera pas. Sinon, à part ça, quand ça ne va pas contre vos règles morales, je ne sais pas où est le problème, je peux être avocat de n'importe qui en Côte d'Ivoire. Voilà. Parce que c'est ça qui est mon travail. D'accord, bien entendu. C'est bien déjà à savoir parce qu'il y a votre collègue, Maître Ndjiri Claver, qui disait dans l'une de ses interviews qu'il était avocat de certains proches du pouvoir Ouattara. Il y a également votre autre collègue, Maître Seri Zokou, qui avait été sollicité en son temps en Mauritanie pour, je ne sais pas, défendre un client. Vous, quelle est votre actualité s'il y a des dossiers déjà que vous êtes en train de défendre depuis votre installation à Abidjan? Mon actualité, c'est que j'ai des clients que je défends. Malheureusement, je ne vais pas citer, leur nom ici. Voilà. Pour moi, le plus important, c'est de faire en sorte que le droit revienne au cœur de la justice ivoirienne. C'est ça qui est le plus important. Après les clients, ce sont des choses assez particulières. Le plus important, c'est que je me rends compte que le droit est en train de plus en plus en train de fuir par l'attitude de beaucoup de personnes. Voilà. Et le plus important, ce serait... Parce qu'on ne construit jamais un grand pays sans que ce soit un pays de droit. Dès lors qu'on ne l'aura pas compris,
Dès lors qu'on n'a pas compris cela, on sera en train de patauger dans n'importe quoi. D'accord. Et votre réponse m'amène à vous demander qu'est-ce que vous pensez de la justice ivoirienne. D'autant plus qu'aujourd'hui, il y a même un procès de Grossoro. Oui, malheureusement, vous voyez, je suis dans un... Le lundi passé, je crois, la Cour CEDEAO a encore rappelé la Côte d'Ivoire à l'ordre sur son article 630 du Code de procédure pénale. Dans un dossier dans lequel je suis dans un pan de dossier là, pour lequel même j'ai fait un long courrier au ministre de la Justice. Je dis et je reviens pour dire que il faut qu'on revienne au droit. Il faut que force reste à la loi. Vous savez, je vais vous raconter je ne sais pas comment on dit ça en français. Une fois après mon compte interrogatoire de Centrafricain, le procureur McDonald a traversé la salle pour me féliciter et puis me demander, j'avais fait quelle université. Et je lui ai dit l'université d'Abidjan. Il était étonné. Vous savez pourquoi il est étonné? Parce qu'ils pensent tous que nous sommes des vauriens. Et ce n'est pas le fait du hasard. C'est l'image que nous donnons de nous. C'est l'image que nous donnons de nous. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas autre chose. Les gens nous perçoivent selon ce qu'on se donne comme image. Il est arrivé des fois où on a produit des décisions d'ici. Mais quand les adversaires regardent ça, ils disent c'est une décision qui vient de Côte d'Ivoire. On n'en a rien à foutre. Et c'est l'image qu'on donne de nous. Ce n'est pas... moi, je ne crois pas au miracle dans la vie. Ce n'est pas le miracle. Parce que je ne crois pas fondamentalement qu'un blanc soit plus fort que vous, que tous qui sommes ici. Je n'y crois pas. La preuve, c'est qu'on les a battus à plate couture. D'accord, bien entendu. Voilà. La preuve, c'est qu'on les a battus à plate couture. C'est la première fois dans l'histoire de la Cour pénale internationale qu'on gagne un dossier de cette manière-là. Donc, ils ne sont pas plus intelligents que nous. Mais malheureusement, chaque jour, on rend des décisions qui montrent qu'on ne met pas le droit, la loi, au centre de tout ce qu'on fait. Malheureusement. Et donc, on nous considère toujours comme des vauriens. Et on englobe tout le monde. Voilà, c'est ce qui est malheureux. C'est ce qui est malheureux. Quand vous arrivez, la première fois, quand vous arrivez à la cour, mais on vous regarde mais comme des petits vauriens. Parce que pourquoi? Parce que vous êtes black, vous venez d'Afrique. Et ce préjugé-là, il vient de qui? Il vient de nous. D'accord. Et là, dites-moi clairement, quelle est votre opinion sur ce qui parle de justice des vainqueurs en Côte d'Ivoire? Il ne faut pas qu'on attribue. Je déteste souvent cette manière de voir les choses. Le thème justice des vainqueurs, il date de 1945. Voilà, il date de 1945. C'est pas seulement le procès de Nuremberg, il y a le procès qu'on fait aussi au Japon après. Voilà. Parce que généralement, ceux qui jugent, ce sont toujours les vainqueurs. Généralement, oui. Généralement, ceux qui jugent, ce sont toujours les vainqueurs. Mais ce que je peux dire à ce propos, c'est qu'il y a un moment donné, il faut qu'on arrive à se mettre au-dessus de ça. Je veux dire, parce que, attends, ça fait quasiment 10 ans. Ça fait quasiment 10 ans. Donc ça devient un peu rigolo, ça devient un peu drôle qu'on en soit encore à ça. Je veux dire, Nuremberg est fini. Nuremberg est fini. Voilà, ils sont passés à autre chose. Mais nous, on n'est pas encore passé à autre chose. C'est ça le drame. Voilà, c'est ça le drame. On n'est pas encore passé à autre chose.
Voilà, c'est ça qui est le drame. Sinon, je vais dire, je peux comprendre que dans l'euphorie ou bien dans l'émotion, en 2011 ou bien en 2012, on soit dans la justice des vainqueurs. Je peux le comprendre. Ça peut se comprendre en tant qu'être humain, ça peut se comprendre. Même si je ne le justifie pas, ça peut se comprendre. Mais on est en 2021, on ne va pas encore rester là-dessus. D'accord. D'accord, mais après la fin définitive du procès Gbagbo Ible Goudé, vous avez dit tout à l'heure hors antenne que vous êtes revenu maintenant vous réinstaller en Côte d'Ivoire. Vous venez d'ouvrir votre cabinet en zone 4. C'est bien ça? Oui, c'est ça. D'accord. Et forcément, étant revenu en Côte d'Ivoire, beaucoup d'Ivoiriens, beaucoup d'Africains vont certainement vous reconnaître dans des grandes surfaces, à l'aéroport et peut-être là où vous traversez Abidjan. Quelle est l'opinion des gens sur vous? Quelle est l'interaction que vous avez avec ces personnes que vous rencontrez? Donc peut-être que les personnes les mieux placées sont les gens, les gens à qui vous devez demander. Moi, je n'ai pas, je ne sais pas comment on dit ça, je n'ai pas, je suis resté je suis la même personne. C'est vrai que c'est un peu plus compliqué maintenant parce que il y a des fois, il faut prendre des photos avec des gens, il faut faire un grand sourire quand la personne vous reconnaît. Mais je dis toujours que moi, je reste avocat. Voilà. Je reste avocat, je reste l'ami de mes amis, des gens que j'ai toujours connus, que je fréquente toujours de la même manière. Je fréquente les mêmes endroits. Je ne crois pas que ma vie ait aussi changé que ça. C'est vrai que parler de changement, parce que maintenant, oui, maintenant c'est sûr que quand vous vous asseyez dans un endroit, on vous reconnaît. Donc, si c'est ce qu'on appelle changement, oui, sur ce point-là. Mais je pense que c'est pas la chose la plus importante. La question qu'on se pose souvent, c'est quoi l'impact? La dernière fois, je parlais avec un confrère, avec un grand frère avocat, qui me disait qu'il fallait qu'on organise des séminaires pour qu'on explique un peu ce qui se passe à la Cour pénale internationale, comment on s'inscrit, quelles sont les procédures là-bas. Je pense que c'est ça qui est le plus important. Sinon, qu'on vous reconnaisse ou bien, ça change. Ça change. Vous a quand même starifié un peu. Et puis, je veux dire, souvent ça me rend plus malheureux. Oui, ça rend plus malheureux parce qu'aujourd'hui, je suis obligé de faire attention à beaucoup de choses. À l'époque, avant 2010, j'ai pu m'asseoir dans un petit bistrot d'Abobo, personne ne me reconnaît, puis basta, je rentre. Aujourd'hui, c'est quasiment pas possible de le faire. Voilà, c'est le côté un peu négatif, négatif en guillemets. Et puis après, un avocat, c'est pas forcément une star. C'est pas. Mes confrères les plus riches de Côte d'Ivoire, vous ne les connaissez même pas. Ils ne sont jamais passés à la télé. donc si je ne suis pas star, que je leur fortune, j'aimerais bien échanger. Maître Bougnon, donc vous n'êtes pas star, vous êtes avocat et vous dites que c'est ce que vous savez faire le mieux. Dans l'une de ses interviews, Charles de Goudé disait que lorsque la décision de le transférer à La Haye avait été prononcée, vous avez écrasé une lame. Est-ce que le métier d'avocat et puis, je vais dire, le côté émotif, de la personne, est-ce que c'est compatible? Comme je vous ai dit, ça fait 20 ans que je pratique ce métier-là. C'est toujours la chose la plus difficile de mon expérience. La chose la plus difficile, c'est de défendre quelqu'un à qui on est très attaché. C'est la chose la plus difficile parce que ça vous touche. Et même, pour vous raconter, même à la cour, il y a eu des fois où je suis passé à côté de mes contre-interrogatoires parce qu'il y avait une pression qui est plus grande que les autres confrères qui sont là, qui n'ont aucun lien, parce que pour eux, ce ne sont que des clients. Pour moi, ce n'est pas qu'un client. Voilà. Pour moi, ce n'est pas qu'un client. Et donc,
la charge émotionnelle devient plus forte. C'est vrai que je suis un peu émotif, mais c'est plus fort quand il y a un lien assez étroit, assez direct avec la personne. Amis internautes, nous recevions pour vous Maître Bougnon Jean-Serge, avocat de Charles Blé Goudet. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous pour les jours à venir pour un autre invité. Merci.